RCN. Le son de la différence. Multimédia. Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multimédia, votre demi-heure dédiée à l'actualité des médias, en passant par la presse, l'audiovisuel, ainsi que Internet et le cinéma. Vous écoutez bien RCN ou Radio Campus Lorraine sur le 97.7 FM ou bien sur le DAB+. Multimédia. Alors, je suis comme d'habitude avec Julien, Pablo et Martin, dites bonjour. 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 Oh, c'est un meilleur bonjour que la dernière fois. Donc Tant on mieux. va d'abord, changement des plans, on va d'abord, pour d'abord la Julien, qui a des citations, c'est ça ? Ouais, en gros, c'est des situations qui ont été dites dans les médias ou ailleurs, et il faut trouver si c'est plutôt 21e ou 20e siècle. Un joli petit jeu, ça. C'est Voilà. ça, voilà, on commence par le petit jeu, comme ça, suivi évidemment par les actualités, avec la chronique de Pablo, Oui. sur... Ah, je dois teaser là. Ouais, tease un petit peu là. Ok, je donne le titre. Méta se met à l'IA. Ça, c'est alléchant. Martin, magnifique. est-ce que tu as plus alléchant pour nous en titre ? Non, je sais pas. Non, mais en gros, je vais parler des sondages dans les médias, leur impact, pourquoi on en a, etc. Parfait. Sympa. Julien, tu ouvres le bal. Bon, alors attention, les phrases, c'est vraiment pas moi qui les dis, Il faut préciser, et elles sont très choquantes. oui, bah ça, Très c'est choquante. bien le souci. Ok, D'accord, parfait. préparez-vous. On est prêt. Alors, ouvrez les guillemets. Non mais vraiment, c'est horrible. L'homosexualité est un péché, fermez les guillemets. 2025 ou 20e siècle ? Putain. Ou les deux, On dirait quelque chose qui sort... Ah, ou les deux, c'est possible les deux. c'est possible. Bon, franchement, ils pensaient Ah bah oui, ça à alors. l'époque, ça Est-ce c'est qu'on- certain. Est-ce qu'on peut dire le 1er siècle ? C'est des phrases qui ont été assumées et dites dans les médias. Ok. Ouais, je vais dire 2000, hein, parce que de toute façon, c'est sûr que c'est un 21e. truc bien hardcore. 21e. 21e, ouais. 21e. Non, moi, je veux dire 20e, allez. Un peu d'espoir en l'humanité. Alors, donc la phrase là en l'occurrence c'est 21e, donc 2025. Oh, Et wow. par contre, un déformé a été aussi dit au XXe siècle. Donc, C'était qui le... On doit En pas dire. 2025, c'est une footballeuse sur un média chrétien. Ça date de mars 2025, donc c'est vraiment très récent. Pa. Et sinon, en 1960, c'est un député français qui a fait un amendement en dénonçant l'homosexualité comme un, ouvrez les guillemets, fléau social. Ok, top, Fermez top, les top. guillemets. Il a l'air très gentil. Voilà. Ouais. Non, mais donc c'est vraiment pas moi qui dis ça. La dernière est un peu plus légère. C'est j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Ah, bah Ah, si, je l'ai, mais je l'ai, oui. oui. On en C'est- a déjà c'est parlé Yann dans Moix. l'émission, c'est cette année. C'est Yann Moix, ça. Ah ouais ? Ouais. Oui, bah, J'avais du coup, oui. j'avais pas du tout Et ça. du coup, c'est tout récent, ça. Enfin, Ouais. c'est 2010. Février 2025. Ah, waouh, c'est Ouais, tout Oui, il récent. a sorti My ça. bad. En fait, il parlait des adultes qui jouent à des jeux vidéo. Aux jeux vidéo, ouais. Donc voilà. T'as Donc que les du poisson personnes frais, qui en ne tout consomment pas la même culture que lui, pas les mêmes médias, c'est des demeurés. Bah, c'est sûr, il écrit des bouquins en alexandrin, donc on a pas la même, Y a pas à dire, t'as que du poisson frais. T'en as encore une autre sur Non, nous, non, ou pas j'ai rien sous la dent, mais pour la prochaine, je vous donnerai un peu plus de croustillant. Il faut dire que Julien a des impératifs. Oui, j'ai un rendez-vous. Genre, Il a 10 000 rendez-vous, il est maintenant. overbooké, donc. Eh ben, Il a aussi, préparé. rendez-vous, nous. Rendez-vous avec les actualités. C'est parti. Commençons donc. Cyril Baba et les 500 signatures. Mercredi 30 avril, la une de Valeurs Actuelles déclare de manière tonitruante le candidat 2027 Hanouna. Déjà teasé sur le magazine Public, la couverture parle des idées de l'animateur pour la France, comprenant des coupes budgétaires, alors on se demande bien où, et un passage à la 6ème République. Même le chef du service politique de Valeurs Actuelles a déclaré sur X, anciennement Twitter, promis, ce n'est pas une blague. Alors, la Voix du Nord a pu préciser des chiffres, donc c'est-à-dire Guantanamo à la française, salaire minimum de 2200-2300 euros, ou diminution du nombre de députés. Ça fait rêver. Un programme qui ne risque pas de s'appliquer à l'Elysée, car Baba a déclaré ne pas se présenter. Mais on n'est pas à l'abri des TVA basés sur son salaire. Coup de com' raté ou véritable ambition politique ?
Je trouve ça exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, il a quand même dit sur Europe 1 que tout ça est une vaste blague, face au gars qui a réalisé l'enquête, enfin pseudo-enquête de Valeurs Actuelles, ce torchon je dirais moi personnellement, mais c'est que ça n'engage que moi. Mais et donc j'aimais bien la tête du gars de Valeurs Actuelles qui est en train de se dire qu'ils vont rien vendre en fait. Enfin je pense que si, mais bon. Donc voilà, là le coup de com', parce que ça s'est fait avec l'accord d'M6 en plus, donc je sais pas si c'est... Moi, je pense que c'est un moyen de prendre la température, en vrai. C'est-à-dire qu'il a fait passer ça pour un coup de com' en mode imaginez. Sauf que oui, j'y ai pensé aussi. Il a fait ça et en vrai, moi, je le vois plus comme un si je me présenterais, est-ce que les gens seraient réceptifs? Et là, ça lui a permis un peu, le débunker très vite pour voir un peu comment c'est reçu. Mais ça peut être envisageable, je pense. Il n'y a pas de raison. Si Zemmour, il l'a fait en étant chroniqueur, je me dis que Baba, avec l'audience qu'il a, la communauté. Oui, c'est sûr. Solide. Après, le problème, c'est qu'il marche sur les plates-bandes de plusieurs parties. Alors, il est difficilement classable quand même. Vrai, c'est sûr. Mais... c'est pas inconnu du public d'avoir des comédiens. On a vu ça dans la fiction. On a vu ça dans la fiction avec, je sais pas si vous voyez, mais l'épisode de Black Mirror avec le personnage de Dans Waldo. La nouvelle saison ou pas? Non, c'est l'ancienne saison, okay. Je crois, saison 1, saison 2, de toute façon, il me semble. Vu, mais... okay. Quand c'était meilleur. Et c'est comme mon avis. Et aussi, évidemment, Zelensky. Oui, c'est vrai. Zelensky qui était une star de la télé, techniquement. Il y en a plein. De toute façon, Donald Trump, il était je savais même pas. Donald Trump, il était dans les affaires et il était. Ouais, mais Donald Trump, c'est parce que c'était à lui tout seul, donc est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Bon, voilà, il y en a. Ok, ça se tient. Le dernier mouvement, on va parler de la mise à mort du MOVE. Alors, c'est un processus qui devrait s'achever en juin 2026 avec la réduction de l'effectif en seulement 2 postes. Et fini les chroniques, émission, place simplement un flux de musique Radio France. Mais dis donc, Jamy, mais c'est quoi Radio MOVE? C'est moi qui dois expliquer du coup là. Si tu veux, ouais. Radio MOVE, si je dis pas de bêtises, c'est une radio qui était à la base avec une ligne éditoriale plutôt axée sur la culture urbaine. Plus destinée aux jeunes. À la base, il me semble que c'était ça. C'est ça. Elle a une vingtaine d'années aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, 2005, 2006. Voilà, c'est ça. Très jeune. Non, 96, pardon. C'est plus je crois que c'est un peu plus. Ouais, c'est ça. Années 90. Mais voilà, années 90, exactement. Et donc voilà, ça représentait un peu ça. Donc il y avait pas mal de mouvements. C'est une radio musicale, surtout, principalement, quand même. Voilà, et puis culture urbaine et jeune aussi. Ça parlait d'internet, ça parlait un peu des médias aussi. Donc, à savoir, un sujet très intéressant. Qu'il y avait assez peu d'émetteurs FM, c'était beaucoup en numérique. Avec beaucoup de radios, ce qu'on appelle des radios numériques en fait, qui étaient axées sur plusieurs types de musique. Et donc ça, justement. Et les audiences étaient plus faibles. Oui, et justement, ils veulent faire de cette radio une sorte de FIP2, justement, avec seulement que 2, attention, le nombre incroyable de 2 salariés à cette radio, avec de nombreux techniciens qui se mettent sur le carreau, donc c'est une fermeture qui est remise en question par les syndicats de Radio France. Que signifie pour vous la mort programmée du MOVE ? Pour moi, c'est dans la continuité de ce qu'on évoquait aux précédentes émissions, c'est-à-dire les coupes budgétaires permanentes et surtout axées sur la culture et les services publics. Martin en avait très bien vite fait parler dans sa chronique sur les services publics justement et sur la fusion entre France TV et Radio France qui arrivera peut-être. Oui. En tout cas, pour moi, ça s'axe un peu dans cette idée et pour moi, virer les animateurs, les chroniqueurs pour en faire que de la musique sur Radio MOVE, c'est bizarre aussi que ce soit quand même sur une radio qui est destinée aux jeunes et à la culture urbaine. Je pense qu'il y a quand même une sélection qui se fait. C'est-à-dire que là, on est quand même en train de dire, on dit toujours que c'est des médias qui vieillissent, que l'audience vieillit, et en fait, on enlève les moyens. Une radio qui avait déjà très peu de moyens. C'est ça. Puis le MOVE, c'est une radio qui a déjà fait son nom parce que McFly et Carlito ont commencé dans le MOVE. Sur une émission il y a plein de gens qui ont commencé dans le MOVE. Ça a été un tremplin pour beaucoup de journalistes. Même si elle n'est pas très connue, en fait, elle a fait plein de choses. C'est un service public qui marche bien. Plein d'internautes qui se plaignaient parce qu'apparemment ils ont grandi avec, ils faisaient des matinales. Il n'y a pas d'alternative, je veux dire, public. Il y a du privé, mais il n'y a pas de public, et donc c'est dommage. Et justement, on a brièvement mentionné la réforme. On va voir après ça dans une actu après, mais vous allez voir, c'est mal parti. Le service public américain en mutation. Souviendez-vous, le mois dernier, gros coup de tronçonneuse dans les services publics américains qui a commencé son bout de chemin. Nouvelle victime des coupures budgétaires, c'est Radio Free Asia, l'unique radio avec des informations indépendantes des gouvernements locaux asiatiques, notamment les régimes autoritaires.
une autre, Voice of America, on en a parlé aussi, qui échappe de près à être réduit à néant, sauvé par la justice fédérale américaine. Le juge Royce Lambert accuse le manque de preuves de dérive que l'administration Trump accusait face aux médias. Appel international. Reporters sans frontières a publié une tribune dans Le Monde ce 15 avril accusant le manque de couverture journalistique de la guerre au Soudan. Cette guerre civile ayant lieu depuis le 15 avril 2023, c'est 13 millions d'habitants déplacés de force et des dizaines de milliers de morts civiles. La tribune appelle à des mesures pour la sécurité des journalistes, avec 7 qui sont morts depuis le début du conflit. La tribune appelle aussi à la libération de Mamoun Hassan Hamid, technicien audiovisuel, et Hassan Ahmed, reporter pour Independent Arabia. Ils font partie des 6 journalistes détenus pour avoir fait leur métier, informés. Frontières exfiltrées. Lors d'un rassemblement de soutien à la France Insoumise, des journalistes de Frontières, médias d'extrême droite je rappelle, ont été exfiltrés par la sécurité de l'Assemblée nationale. Le slogan « Frontières, casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi », un sujet qui a été pris à cœur par le Rassemblement national, dénonçant le traitement des insoumis de la présence des reporters. Un sujet qui n'a pas plu à Yael Braun-Privé, qui a déclaré sur France Inter que les débordements dans l'hémicycle sont intolérables. Elle a déclaré aussi adresser, attention, une lettre à Mathilde Panot, ancienne candidate pour le Palais Bourbon, pour critiquer le traitement des journalistes. Le ring de la réforme. On en a parlé le mois dernier. C'est la réforme de l'audiovisuel public qui a connu un autre obstacle infranchissable sous la forme d'une altercation entre Rachida Dati et une administratrice de l'Assemblée nationale. Le sujet, un amendement de dernière minute souhaitant réécrire une partie du texte, condamnant le texte à une nouvelle attente avant sa remise à l'ordre du jour au sein de l'hémicycle. Et enfin, IA à l'italienne. Le journal italien Il Foglio a fait part d'une expérience intéressante. Utiliser l'IA pour rédiger 4 pages par jour. Très vite, un article produit de manière organique, donc par un humain, était vite très peu différenciable des articles produits par l'IA. Alors, bien que la capacité d'apprentissage et de production n'ait pas été remarquable, car l'IA inventait des faits et ne se mettait pas à jour suffisamment, ne garantissait pas l'IA finalement comme un remplaçant du journaliste. Pour l'instant, yes. Et on en a parlé juste à l'instant, l'IA c'est un sujet sur lequel Pablo s'est penché. Et oui, effectivement, c'est une très belle amorce, j'en toucherai 2 mots exactement. Dans des plus brefs délais. Juste après Nena, Ich bleib im Bett. Vous écoutez bien Multimédia. Multimédia, une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN. Et on est bien de retour sur Radio Campus Lorraine et RCN 90.7, le DAB+. Pablo, pardon. Ah bah si tu veux, Martin. Pablo, vas-y. Alors, je devais à la base parler aujourd'hui de la plongée dans le coma de Mouv', mais bon, encore écrire un billet d'humeur sur le mépris des services publics vis-à-vis de la culture, encore une dénonciation du mépris de nos dirigeants vers la jeunesse, la culture urbaine et les idées progressistes, encore une émission qui souligne le fait que Cyril Hanouna deviendra bientôt la seule voix impartiale à écouter dans tout le paysage médiatique français. Impossible, il faut riposter, il faut donner du sourire, il faut se réinventer. Je suis un homme nouveau, cette chronique en sera l'aurore. Donc avant toute chose, non. Non, contrairement à ce que laisse penser la qualité indéniable de ma plume et ma resplendissance à toute épreuve, non, je ne suis pas ponctuel. Je travaille dans l'urgence et c'est pourquoi je termine toujours mes chroniques 5 minutes après le début de l'émission. Et c'est pour respecter cette règle que j'ai changé mon sujet de chronique hier soir à 22h et que je l'ai écrite ce matin, enfin il y a 5 minutes. Donc merci à toi Liam de t'être plié à ma pulsion artistique, à mon élan créatif, à mon inspiration momentanée qui j'espère vous offrira un moment d'éveil intellectuel inoubliable. Donc on y va. Hier soir, je suis tombé sur un post Instagram de Camille Etienne. Les nuages étaient sous nos pieds et la quadrature du net. Bisous, bisous, je vous embrasse. Vous avez sauvé mon intervention radiophonique et vous faites un travail formidable. Merci pour votre activisme. Et ce post évoquait un mystérieux cercle multicolore, figure que vous avez peut-être remarqué depuis quelques jours sur vos applications WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore Messenger. Toutes ces applications ayant pour point commun leur patron, qui n'est autre que Mark Zuckerberg. Encore lui. Bouh, le méchant roux misogyne. Bon, au-delà de tout a priori vis-à-vis de ce personnage, je souhaite attirer votre attention sur ce petit rond coloré apparu depuis peu du coup sur vos réseaux sociaux, car ce petit rond, c'est Meta AI. Mais qu'est-ce que c'est Meta AI, Pablo? Pas de panique, je vais tout vous expliquer.
Meta AI, c'est l'assistant d'intelligence artificielle ajouté progressivement à vos applications du groupe du même nom, donc Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Cet assistant, il est destiné à permettre de retrouver des données précises évoquées dans des conversations privées pour vous permettre de les retrouver plus vite et améliorer votre ergonomie sur ces plateformes. Retrouver des événements, des dates, des photos, des sujets de discussion en quelques mots simples tapés dans la barre de recherche sur le papier, pratique me direz-vous. Sauf que pour tirer toutes ces informations, ce robot a besoin d'accéder, d'analyser et de stocker toutes vos informations. Vos photos, vos colères intimes, vos conversations privées, les nudes de votre ex. Et ça pose une question de collecte de données privées. Acceptez-vous ou non de confier toute votre vie numérique à des méchants messieurs mégalos au costume qui anthracite ? Non, 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 pas cool, au feu, complot, pendaison. Ok, je me calme. Et le gros problème de ces fameuses intelligences artificielles dont on entend parler H24 depuis plus d'un an, c'est qu'elles fonctionnent toutes comme ça. Prenons un exemple, les moteurs de recherche qui font des recommandations personnalisées sur ces superbes chaussettes de sport premier prix. Comme par hasard, quand vous en cherchez, c'est de l'IA. Votre fil d'actualité sur YouTube Short ou TikTok qui vous montre plus de vidéos de recettes éco-responsables. Pile quand vous avez décidé récemment que vous arrêtiez la viande et que vous remplaceriez vos apports en protéines par du tofu et des steaks végés. C'est de l'IA. Générer son starter pack en 3D avec les 3 accessoires indispensables à votre personnalité, trop rigolo, trop fun, haha, XPTDR, et le partager sur les réseaux sociaux alors que tout le monde s'en branle. C'est de l'IA. Sauf que pour personnaliser votre expérience, cette IA, elle a besoin de beaucoup d'informations et surtout beaucoup d'énergie. Et oui, parce que l'IA tire toute cette puissance dans des milliers d'ordinateurs répartis dans ce qu'on appelle des data centers, en gros des usines remplies d'ordi qui fonctionnent non-stop et à plein régime pour calculer les requêtes que vous lui faites. Pour vous donner une idée, une requête demandée à Chat j'ai fait un prout consommerait 10 fois plus d'énergie qu'une requête Google standard. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les data centers pourraient consommer autant d'énergie que des pays comme l'Allemagne d'ici 2 ans. Imaginez la quantité de bière. Et là, vous dites, ça va, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais vous fichez le doigt dans l'œil. Oui, parce qu'un ordinateur qui réfléchit, ça génère de la chaleur. Et la chaleur, faut la refroidir, sinon ça brûle. Et qu'est-ce qui refroidit bien la chaleur ? C'est l'eau. Attention statistique, des chercheurs de l'Université de Californie ont estimé que la demande mondiale en IA consommera plus de 4000 milliards de litres d'eau douce par data center d'ici 2 ans. En France, on a environ 300 data centers, donc faites le calcul. Ah oui, et j'ai précisé eau douce parce que l'eau ça tombe pas du ciel, enfin si, mais pas tout le temps. Donc on va pomper dans les rivières, les lacs, les nappes phréatiques. On estime qu'en 2023, Google a prélevé 28 milliards de litres d'eau, dont 2 tiers d'eau potable. C'est énorme. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sécheresse et du réchauffement climatique. Voilà, ça nous pend au nez et c'est clairement pas. J'ai clairement pas besoin de vous expliquer que gâcher de la flotte en 2025, c'est pas le pari que je ferai. Cela dit, c'est toujours drôle de calculer les équivalences en eau. Par exemple, un jean, 11 000 litres d'eau. Générer un starter pack nul et inutile, 2 à 5 litres d'eau. Boire un verre d'eau, 8 verres d'eau. Tout coûte de l'eau. Et comme a dit Jean-Claude Van Damme il y a 20-30 ans, l'eau, faut en boire. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Maintenant, si on arrête d'accabler de chiffres et de culpabiliser sur le fait que vous savez pas écrire une lettre de motivation tout seul, l'IA pose en réalité autant de problèmes qu'elle n'en règle. Déjà, sa consommation énergétique, on l'a vu, mais surtout, plus vous utilisez de l'IA, plus vous devenez con. Mais comment il me parle celui-là ? Si, je vous assure, c'est automatique. Toute activité, toute démarche que vous demandez à l'IA de faire à votre place, c'est une tâche que votre cerveau n'effectue pas. Et quand votre cerveau ne fait plus un truc, il se ramollit et il devient plus con. Je sais, c'est dur à avaler parce que ça rend quand même bien service, mais c'est vrai. Regardez, Julien, il crée ses propres projets d'éducation populaire avec de l'IA et c'est nul à chier. Le patron de la radio, il rédige des budgets avec de l'IA et on va bientôt faire faillite. J'ai écrit cette chronique avec de l'IA et elle est parfaite, mais c'est l'exception qui confirme la règle. En tout cas, toutes ces questions de données privées et ces enjeux environnementaux sont de plus en plus révélés par les chercheurs et importants à prendre en compte. Développer une technologie qui peut soulager l'humain de certains efforts du quotidien, c'est une idée révolutionnaire, mais toute révolution vient avec son lot de positifs et de négatifs. Demander à une IA de rédiger un compte rendu et gaspiller 30 litres de flotte ou bosser tout l'après-midi sur votre devoir et reprendre des forces avec une pomme et un verre d'eau, c'est vous qui choisissez de quelle manière vous utilisez l'énergie. L'IA, c'est un outil super chouette qui prouve de plus en plus ses capacités. Toutes les entreprises de la tech veulent leur part du gâteau au moment où tout le monde veut tester les nouvelles fonctionnalités qui voient le jour. Le tout, c'est pas de bannir cette technologie mais de l'adopter avec modération, comme la bière, et être conscient des enjeux économiques, politiques et climatiques qu'elle engendre. D'ici là, gardez le smile, mais pitié, arrêtez avec vos starter packs. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Pablo. Est-ce que tu as fait un starter pack par hasard ? J'en ai pas fait. C'est bien. Je pourrais pas critiquer autant si je l'avais fait. Non mais vous avez vu cette oui, cette vague de starter horrible, pack. Même des ministres. C'est horrible.
Et toi, t'en as fait un, toi, Martin, ou pas? Non, moi, ça c'est comme tous ces trucs-là. En fait, vraiment, mais tu vois, par exemple, sur WhatsApp, j'ai vu que c'était arrivé aussi, genre de trucs d'IA. Genre... Ah oui. Mais en fait, je suis fatigué de voir ça partout, tout le temps. Mais pour des choses, en fait, moi, j'ai du mal à voir l'intérêt, personnellement. Alors, tu disais, il y a des choses qui peuvent être utiles, etc. Effectivement, ça va poser une grande problème. Non, mais surtout, tout le monde a son IA, en fait. C'est ça qui est chaud, c'est que tout le monde est en train de créer un peu son bordel. Il y a Apple qui se rend compte qu'ils sont grave à la bourre et commencent à développer plein de trucs et tout. Mais ça, après, à la limite, c'est une chose, mais que moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'utilisent plus que ça. C'est ce que tu disais. Oui. Et là, par contre, moi, ça me... Ah bah, dans ma promo, c'est incroyable. Ils utilisent tous ChatGPT pour tout. Et moi, je vois ça, je suis en mode... Moi, j'aime bien Word, c'est sympa. Non, mais c'est ça, c'est pareil, j'ai pas ce réflexe-là. Et toi, Martin, est-ce que t'aimes bien Word? Parce que t'as dû l'utiliser, je pense, pour taper ta chronique. Oh là là, magnifique transition. Bon, c'est à toi. Allez, à ton tour. On va changer de sujet, on va parler sondage. Parce que oui, il faut partir d'un constat simple. Si tu fais un sondage mais qu'il n'est pas diffusé, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est comme si Pablo organise un apéro mais qu'il est tout seul à son apéro. Certes, tu pourras manger le saucisson tout seul, mais c'est quand même... ça perd un peu de son intérêt. Moi, ça me va. Hein. Donc les sondages, c'est un peu la même chose généralement. S'il n'y a pas de médias pour les relayer et en parler, ça sert à rien. Donc les sondages, on en a plein de toutes sortes tout le temps pour plein de choses plus ou moins utiles. On pense bien sûr aux sondages avant des élections, des sondages de popularité, des sondages sur d'éventuelles réformes, des sondages de satisfaction, des sondages pour savoir si quelqu'un va venir à l'apéro de Pablo. Bref, on fait des sondages pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Alors on se dit que ça peut être super utile et que ça permettrait d'avoir un avis représentatif sur n'importe quelle question. Et déjà là, il y a un premier problème, le fameux échantillon représentatif. Parce que même si normalement les grands instituts de sondage sont tenus de respecter la représentativité de leur échantillon, et d'ailleurs c'est vérifié, et il y a quand même des institutions qui s'occupent de ça, on fait des sondages aussi sur un départ pas du tout représentatif de la population. Par exemple, les journaux qui vont sonder leurs lecteurs sur une question. Un exemple, si on pose la question aux lecteurs de Valeurs Actuelles, quel est le plus gros danger pour la France aujourd'hui? La réponse risque d'être à 95%. Les immigrés. Voilà, si on pose la question aux lecteurs du média en ligne Reporter, qui est un média consacré à l'environnement, la réponse risque d'être... Oui, voilà, le dérèglement climatique, ce genre de choses. Voilà, donc on voit bien que les sondages réalisés par les médias eux-mêmes auprès de leurs lecteurs n'ont pas beaucoup d'intérêt et d'objectivité en fonction donc, des lecteurs. Mais justement pour ces médias, c'est formidable ces sondages parce que tu peux manipuler l'opinion comme tu veux et s'en servir. Il y a pas mal de médias qui aiment ça à gauche comme à droite. Non seulement ils vont utiliser les sondages qu'ils réalisent eux-mêmes, mais en plus ils peuvent choisir de le diffuser ou non en fonction de si ça les arrange. C'est sûr que si un sondage réalisé par CNews donne en tête pour les élections présidentielles Jean-Luc Mélenchon, non seulement Pascal Praud va faire un AVC, mais en plus ils vont pas le diffuser car c'est pas trop dans la ligne éditoriale de la chaîne à Bolloré. Et il en sera de même si ce sondage est réalisé par un soi-disant institut indépendant. Ah oui. Ils ne diffuseront que les chiffres qui les arrangent. Alors oui, j'ai lourdement insisté sur le soi-disant indépendant parce que les grands instituts de sondage appartiennent le plus souvent à des grands hommes d'affaires. Par exemple, un institut de sondage Havas est par exemple détenu par la filiale Vivendi de Bolloré. D'autres propriétaires d'instituts ne sont pas de grandes figures. Moi, en tout cas, je ne les connaissais pas vraiment. On se dit qu'ils sont peut-être pas forcément si influents que ça, mais c'est quand même bien de garder ça en tête. Alors maintenant, on va parler de l'intérêt de ces sondages et de leur impact, notamment en période électorale. Et là, ça rappelle peut-être de mauvais souvenirs où pendant des mois avant une élection, on avait quotidiennement les sondages qui parvenaient. Il y avait tellement de sondages identiques qu'on a fait des compilateurs de sondages. Rien que sur l'élection présidentielle de 2017, plus de 500 sondages avaient été réalisés. Wow. Mais est-ce que ces sondages arrivent à prédire le résultat d'une élection? Et pour les résultats des législatives, au second tour, on se souvient peut-être tous de l'ambiance dans les médias dans les jours qui précédaient le scrutin. Le RN était annoncé comme vainqueur, limite avec majorité absolue, et au moment des résultats, heureusement d'ailleurs, c'était pas du tout pareil. Ouais. J'ai repris les sondages d'Ipsos juste avant l'élection. Le RN était donné avec une moyenne de 170 sièges. Ils ont fini avec 125 sièges. Donc il y avait quand même des écarts assez importants. Et dans ce cas-là, on peut se dire que les sondages n'ont que peu d'influence sur le vote vu les écarts entre les prévisions et les résultats. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la dynamique pendant les campagnes. Il y a des effets très intéressants. Si jamais un candidat commence à baisser dans les sondages, les électeurs peuvent se dire qu'il a moins de chances d'être élu et reporter sa voix sur un autre candidat qui semble avoir plus de chances, toujours selon les sondages donc. Et après, s'ensuit un cercle vicieux où de plus en plus de gens vont reporter leur voix sur un autre candidat. C'est comme si au départ, beaucoup de gens voulaient aller à l'apéro de Pablo, puis un premier se retire, ce qui donne envie à d'autres de se retirer et se retrouve tout seul avec son bol de chips. Donc on voit bien là l'effet d'entraînement.
Alors après, la question de faut-il interdire ou non les sondages pendant une élection, ça c'est encore un autre débat. Ce qui est sûr, c'est que les médias adorent les utiliser en période électorale, notamment pour faire de l'audience. À l'automne 2021, CNews lançait la campagne d'Éric Zemmour, et là la tribune médiatique qui lui était donnée était très importante, et il commence à être mesuré dans les sondages, alors que l'élection a lieu dans 6 mois seulement. Et j'ai retrouvé le premier sondage qui le donnait au second tour, en octobre 2021, et ce jour-là, les médias ont passé des heures à se projeter dans ce scénario de second tour, entre Macron, le mauvais banquier, et Zemmour, Zemmour quoi. Et voilà comment faire de l'audience et vendre du papier sur des projections très très vagues à 6 mois du scrutin. Je rappelle qu'il a fini à 7%. Mais en dehors des élections, les sondages sont aussi utilisés quotidiennement pour donner surtout l'avis des Français. Les Français pensent ci, les Français pensent ça, et ça toute la journée. Alors soit repris par les journalistes, soit par les politiques pour justifier leurs propos en interview ou en débat. Mais encore une fois, ces chiffres sont aussi représentatifs soient-ils, ne sont utilisés que pour servir une idéologie. Et c'est cette fameuse opinion publique. Et là, je vais reprendre une des thèses de Bourdieu qui s'intitule « L'opinion publique n'existe pas ». Bon, c'est assez clair comme titre. Il montre qu'en réalisant ce genre de sondage, on estime tout d'abord que tout le monde a une opinion, que toutes les opinions se valent et que la question elle-même a le mérite d'être posée. Oui, parce que poser la question, c'est déjà montrer qu'il y a un sujet. Alors prenons un exemple. Si je vous pose la question, faut-il interdire l'accès aux tracteurs à la route H19 reliant El Caron à Rancagua au Chili ? J'imagine que vous n'avez pas trop d'avis sur la question. Là, et puis de toute façon, on prend rarement en compte ceux qui n'ont pas d'avis. Et si je vous pose la question, lequel du tramway ou du trolleybus est le plus pertinent à Nancy, admettons que vous ayez un avis sur la question, a-t-elle la même valeur qu'un expert en mobilité ou en ingénierie des transports ? Donc on voit bien les biais de ces sondages d'opinion qui sont diffusés en permanence dans nos médias. Attention, je ne dis pas qu'aucun sondage diffusé dans nos médias n'est légitime ou intéressant, mais ce qu'il faut faire vraiment attention, en tout cas à ce qu'on nous présente comme la vérité absolue, se poser la question de pourquoi on me montre ce sondage d'opinion, surtout dans des médias assez marqués politiquement, et en période électorale, ne pas oublier l'influence qu'ils peuvent avoir sur le résultat d'une élection, ou en tout cas, dans une moindre mesure, sur le déroulé d'une campagne. En tout cas, selon un sondage commandé par RCN, basé sur un échantillon représentatif de 4 personnes présentes dans ce studio, cette chronique doit s'arrêter, elle a déjà beaucoup trop duré. Merci beaucoup, merci beaucoup Martin pour cette chronique. Est-ce que toi tu crois au sondage ? Ça c'est une vraie question, juste rapidement. Croire, ça dépend. C'est-à-dire qu'on en regarde tous encore dans le train tout à l'heure pour venir. J'ai regardé un sondage sur les élections en 2027. Enfin, on les regarde. On est confronté d'une manière ou d'une autre, je pense. Mais c'est la façon dont ils sont médiatisés. Parce que j'aurais pu faire une chronique sur les sondages eux-mêmes. Est-ce qu'il faut les garder ou pas ? En fait, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Plus que qui servent à des choses aussi. Et moi j'avais vu même un extrait, je sais plus, je crois que c'était sur BFM. En gros, ils avaient montré un graphique avec un sondage et genre entre deux valeurs, il y avait genre 27% et l'autre 25%. Et en fait, il y a des dessins avec les graphiques, vous voyez, et en fait, ils avaient exagéré la différence, alors que les valeurs étaient elles justes, mais juste visuellement tu regardes le graphique, tu dis ah ouais en fait c'est flagrant aussi dans la présentation et du coup même ça tu vois ça va influer sur la manière de représenter le sondage quoi. Un truc à ne pas exagérer, c'est que malheureusement notre temps est compté et ça c'est triste. C'est la fin de Multimédia. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout l'émission. On était avec Julien, Pablo et Martin et on vous dit à la semaine prochaine, le mois prochain. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org